Bonjour et bienvenue dans En Intervalle, le podcast sur l'animation sous toutes ses formes. Je suis Simon Eyus et avec moi Alexandre Caoudal Salut! et Simon Legloan. Salut! Aujourd'hui, on part à la fête foraine chez les réalisateurs d'animation indépendantes les plus importants des États-Unis avec Everybody Rides the Carousel. Everybody Rides the Carousel est un film destiné à la chaîne de télévision CBS américaine lors d'une soirée spéciale diffusée en 1975. Il est basé sur la théorie du psychanalyste états-unien Erik Erikson des 8 stades de développement psychosocial et se découpe en 8 segments d'une durée inégale avec un retour plus bref sur les âges les plus enfantins de la vie et avec plus de détails apportés à la vie adulte. Chaque âge est délimité par des émotions et des états particuliers, représentés à la manière de vice-versa de Pixar avec des petits personnages. Lorsque l'on est dans le stade du nourrisson, par exemple, il y a deux états qui sont représentés par la confiance, donc un chat tout rose, et la méfiance, un monstre poilu et ébouriffé. Mais ces changements d'état et de sentiments peuvent se représenter par une perspective qui va changer, des personnages honteux qui vont rapetisser ou qui vont mettre un masque pour protéger leur individualité. Dans leur style limité par leurs moyens télévisuels, les Hubley proposent une animation qui est expressive, faite de figures plutôt simples et basée sur des enregistrements sur le vif de comédiens comme ils en ont l'habitude depuis leur film Moonbird en 1959 où ils avaient enregistré en secret leur voix, ou plutôt les voix de leur fils qui jouait, et donc du coup ils se sont servis de ces voix pour créer un film. C'est des réalisateurs très singuliers pour différentes raisons, des pionniers de l'indépendant, mais également des personnes qui ont œuvré dans le commercial avec l'animation de multiples publicités, des passages sur Rue Sésame, la série de marionnettes de Jim Henson, mais également la production de longs métrages pour la télévision, comme Everybody Rides the Carousel, une filmographie riche qui va aussi s'illustrer par le style UPA duquel John Hubley est un des plus grands représentants. Avant de revenir sur leur carrière, on va en passer par le film. Simon, est-ce que tu es monté dans le manège ou est-ce que tu es resté à quai ? Ah bah moi je suis monté dans le manège, hein, il y avait pas le choix de toute façon, on est emmenés, qu'on le veuille ou non, quoi. Alors le film, c'était la première chose que je voyais créée par John Hubley, je crois, et du coup j'avoue, j'étais un peu interloqué devant ce film. Visuellement, j'étais un peu à fond en mode, trop content de découvrir les différentes formes visuelles qu'il propose et un peu la variété, la plasticité du film et tout. Sur le fond du film, j'ai mis un peu de temps à comprendre, ce qu'il essayait de me raconter. Bon, il y a pas mal de trucs à dire là-dessus, je pense qu'on va y revenir. Il y a des choses que j'ai bien aimées, d'autres qui m'ont paru, un peu moins emballantes, on va dire. Globalement, ce film, pour moi, ça a surtout été la porte d'entrée pour découvrir ses cours par la suite, que j'ai plus aimé. Je trouve qu'il est bizarrement, pas forcément à la hauteur de ses cours, même s'il est très intéressant. Mais bon, j'imagine qu'on va passer un peu de temps à discuter de tout ça par la suite. Alexandre, est-ce que tu t'es laissé prendre par le mouvement cyclique de la vie ou est-ce que tu es resté au stade de la stagnation ? Petit rêve pour ceux qui ont vu le film. Disons que j'ai commencé un petit peu par stagner, puis je me suis en laissé emporter par le cycle. J'apprends en t'écoutant que c'était des réalisateurs qui travaillaient pour la télévision. J'ai pas tellement fait le travail de documentation, un peu comme Simon. Je me suis après avoir découvert Everybody Rides the Carousel, plongé dans d'autres projets de John C. Faceably, parce que bon, je dois reconnaître que plastiquement, le film a quelque chose de très étonnant dans son côté dessiné à l'encre de Chine. On dirait que c'est parfois du feutre ou du fusain, des crayons de couleur, quelque chose comme ça de très cahier de coloriage. Donc le fait d'entendre des programmes comme Rue Sésame me paraît pas du tout étonnant. Mais après, ouais, c'est plus des soucis que j'aurais aussi avec l'écriture, qu'on peut aussi trouver dans d'autres films, disons très pédagogiques, un peu trop didactiques, des hublistes. Je pense notamment à Of Stars and Men, qui était plus un film, disons, sur la science, sur l'astronomie, sur la paléontologie, etc. Où malgré des super trouvailles visuelles, ça ne décolle pas vraiment, je trouve, au niveau de l'histoire. Mais force est de constater quand même que ces cinéastes d'animation qui ont de sacrés atouts en termes de propositions formelles, quoi. D'autant quand on sait aussi que John Hubley a commencé dans le cartoon classique, comme tu disais, à la UPA et à la Columbia. Et même à Disney, Il est en passé fait. par Disney aussi. C'était pour lequel ?
Oui, il était à Disney et justement, c'est des choses que je vais essayer de développer plus tard. Mais Ok. chez Disney, justement, il faisait partie de cette bande qui était syndiquée et qui a fait la grève des années 40, qui a Yes. mené à malheureusement le renvoi de multiples animateurs. Mais Ouais, tu effectivement, on peut le m'étonnes. retrouver sur les crédits de, il me semble, Ok, Bambi. ok. Et il a été aussi sur Fantasia et Pinocchio, a priori, donc il était vraiment sur quand même des Ouais, gros bah projets les Disney, gros quoi. classiques des débuts 40, quoi. Et c'est très amusant de voir qu'il est parti de classiques comme ça pour se retrouver ensuite sur des projets qui sont beaucoup plus modestes, mais qui pourtant, et là ça va être aussi quelque chose que je vais développer ensuite, ont des animateurs comme Art Babbitt, qui est lui aussi un ancien de chez Disney. Donc il y a quand même cet imaginaire un peu de l'animation disneyenne qui se retrouve parfois à petites touches, mais aussi avec une grande forme d'indépendance et qui, je pense, est quand même la balance qui caractérise pas mal le style de John F.S. Blais, un mix entre une singularité et une reprise de motifs existants. Voilà, désolé de t'avoir interrompu sur ça. Non, non, mais tu fais bien parce qu'effectivement, c'est une de leurs particularités, c'est qu'il y a des espèces de permanence de l'animation cartoon, notamment lorsqu'ils animent des figures humaines, d'enfants, des petits personnages comme ça. Des choses très rebondies, très dynamiques. On retrouve des flares et des stretch out, enfin des choses comme ça, très Illusion of Life au fond. Mais malgré tout, comme tu le dis, dans quelque chose qui a une apparence très fauchée, mais a aussi quelque chose de très, on va dire, moderne au sens de ce que pouvait commencer à devenir le cinéma d'animation international après l'hégémonie disneyenne, quoi. Enfin bon, je fais des gros raccourcis, mais c'est quand on voit le parcours de Hubley, ouais, c'est très étonnant. Il donne un peu l'impression d'avoir bien suivi le courant, quoi. Donc pas étonnant de voir après qu'il ait été dans les mouvements syndicaux à Disney. J'ai l'impression qu'il a quand même aussi contribué à créer les courants, en Sans l'occurrence. doute, Moi, sans j'ai doute. vachement été marqué par ce truc, justement, de films de là qui sont justement à la fois très, très cinéma d'animation expérimental, film d'art, etc., et avec cette touche de cartoon, souvent qu'on retrouve pas forcément Tout en à fait. symbiose dans une œuvre. Et ça, j'ai trouvé ça assez fascinant. Et je trouve que, bah, à ce titre-là, son parcours est hyper intéressant, parce que du coup, il a vraiment ce profil de type avec d'autres personnes, de former une espèce de anti-Disney, enfin d'aller contre Disney, d'aller dans des trucs moins conservateurs et tout, mais quand même en gardant cet héritage du mouvement. C'est hyper intéressant à voir sur l'écran, J'aurais un quoi. petit bémol à faire tout à l'heure sur quelque chose de pas conservateur. Mais d'ailleurs, Simon, je crois qu'on ne t'a pas encore demandé ton avis sur le film et qu'on est déjà en train de se lancer dans notre petit débat. Mais qu'en as-tu pensé, toi? Eh bien, je suis ravi que tu me poses la question, Alexandre. Ben, moi, j'aime beaucoup ce film-là, et pourtant, c'était pas forcément gagné parce que j'avais déjà vu ce film et qu'il m'avait laissé un peu froid, mais pour des raisons qui sont pas forcément celles que vous allez attendre. C'est-à-dire que moi, au début, j'étais très déstabilisé par la marque de fabrique des Hubley depuis justement Moonbird. C'est l'enregistrement par enregistreur direct avec des prises qui sont souvent improvisées. C'était quelque chose qui m'avait pas forcément plu, ne serait-ce que par la qualité du son qui était très différente et les dialogues qui étaient très désordonnés. Et c'est vrai que pour un film de télévision, alors je suis d'accord avec vous dans ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est un film qui est didactique. Moi, j'ai un peu un problème avec ce sur quoi la leçon est faite. Et là, je pourrais en parler quand je parlerai aussi du scénario. Mais je trouve que ce point de vue dans la manière d'agencer les séquences, c'est-à-dire dans des dialogues en séquences découpées les unes avec les autres, presque isolées les unes des autres, si ce n'est par leur thématique, évidemment, ça crée quelque chose de plutôt déstabilisant et de pas si formaté que ça. Et j'ai vraiment ressenti la deuxième fois où j'avais vraiment vu les films du couple, puisqu'il faut savoir quand même que c'est quand même John Hubley qui est plutôt l'animateur de base, c'est-à-dire le réalisateur, etc. C'est souvent lui qui est crédité à la réalisation. Face Hubley étant plutôt d'abord dans des tâches de l'histoire, du montage, etc. Même si au fur et à mesure, elle va acquérir des rôles qui vont être plus de l'ordre de la création, notamment après la mort de son mari en 1977, puisque Face Hubley continuera à faire des films ensuite. Il y avait quand même quelque chose que je voyais comme un truc qui n'est pas si accessible que ça pour un matériel de télévision, et c'est, je crois, ce qui m'a mené à vouloir aussi explorer leur filmographie et voir ce qu'ils avaient apporté, parce que
même en n'ayant pas forcément énormément aimé le film la première fois, je me suis dit, ok, il y a quelque chose. Et c'est marrant que ce soit le dernier film de John Hurley, parce qu'il y a plein de choses, quand rétrospectivement on a vu d'autres de ses films, que ce soit au début de sa carrière avec le style UPA, le style UPA, j'ai mentionné dans mon introduction qu'il s'agissait de quelqu'un de très important dans l'animation indépendante américaine. En fait, je pense qu'il s'agit de l'animation mondiale, puisque le style UPA, il va jusqu'à influencer le style animation européen, etc. Je pense à certains courts-métrages peut-être d'Europe de l'Est qui sont grandement influencés par le style cubique et de forme très simple de ce studio-là, jusque ensuite dans ses expérimentations à travers l'enregistrement direct qui va se manifester par des choses qui vont lier une construction qui va être très expressive avec quelque chose qui va être de l'ordre du naturalisme et de la prise en charge du présent. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant dans le film, c'est que c'est vraiment un film qui est ancré dans son époque au meilleur sens du terme, c'est-à-dire que on retrouve aussi, qui se veulent certes universels, avec la théorie de Erik Erikson qui se veut être des 8 stades de la vie, voilà, on est dans le carrousel de la vie, mais en même temps qui sont ancrés dans des peurs des années 70 aussi, je trouve, avec aussi un désir d'inclusion notamment de noirs américains, qui n'était pas forcément le cas dans les premiers films, même si on le retrouve avec des collaborations avec le jazzman Dizzy Gillespie, et c'est à ce niveau-là aussi que c'était intéressant d'explorer ce film-là, en ayant en tête les films voilà, du couple. Je peux déjà réagir par rapport à la représentation des Noirs américains, c'est-à-dire à l'inclusion, quoi. Enfin, la question ne se pose pas. Enfin, il y a des personnages blancs, il y a des personnages noirs, et ils rencontrent tous ces différents stades de la vie. Ils ont tous des questionnements et des étapes. J'étais d'ailleurs, un instant, ça va m'embêter parce que j'étais très content de voir que parmi toutes les personnes qui doublent des personnages, déjà, il me semble que Meryl Streep a un petit rôle, ce qui est une chose très étonnante. Oui, pour Mais la il y a- scène oui. du couple qui ne sait pas s'il veut s'engager ou pas, il me semble. C'est bien ce que je me disais. Et surtout, j'étais tellement content de voir que, donc évidemment, la 8e étape du carrousel, c'est la fin de la vie, quoi. Et il y a un couple de personnes noires, et c'est Juanita Moore qui double la vieille dame, et c'est une actrice qu'on a pu voir un peu chez Frank Tashlin, aussi chez Douglas Sirk. Enfin bref, ça a un peu titillé ma cinéphilie. J'étais très content de retrouver sa voix. Mais, et je pense qu'on peut en débattre. Après avoir vu Everybody Rise the Carousel, je me suis dit, tiens, je vais aller regarder, parce qu'il en a fait quand même une sacrée pelletée, qu'est-ce que Blee, Face comme John, a fait au début de sa carrière et à la fin de leur carrière. Je constatais du coup déjà que, effectivement, au début de la carrière de John Hubley, c'était beaucoup plus du cartoon classique, et qu'il a contribué à des séries de cartoons comme il y en avait tant, quoi, avec des personnages récurrents, notamment un personnage qui s'appelle Old Black Joe, quelque chose comme ça, donc qui étaient des cartoons de propagande pendant la Seconde Guerre mondiale, où on caricaturait de façon très raciste et assez basse du front des Noirs comme étant incompétents, idiots, lents, un vieil héritage de l'histoire des États-Unis avec l'esclavagisme, les minstrel shows, toutes ces choses-là, quoi. Pour être précis, le court-métrage dont je parle en particulier, c'est un court-métrage de 1942, Old Blackout Joe, donc qui était une production de la Columbia. Même si le film est très bien animé, la blague est pas drôle du tout. C'est juste un noir à Harlem qui essaye d'éteindre toutes les lumières du quartier, et il n'arrive pas à éteindre la lumière d'une lampe à pétrole. Enfin, la flamiche en fait se déplace, et bon, ça tourne vite en rond, et voilà, les cartoons de l'époque durent 7 minutes, quoi. On voit quand même qu'il a, en l'espace de 15 ans, très nettement évolué, et que du coup ça m'a un peu rassuré en me disant que si ça avait été idéologiquement conscient chez Hubley, il a bien changé son fusil d'épaule, et à partir de la fin des années 50, voilà, il rencontre effectivement Dizzy Gillespie avec qui il fait plusieurs courts-métrages. Date with Dizzy en 58, et la même année il y a aussi Harlem Wednesday, qui est un court-métrage plus documentaire si l'on veut, pas du tout animé, avec seulement des zooms et des panoramiques sur des dessins d'un peintre dont j'ai malheureusement oublié le nom, mais pareil, des effets encre de Chine, aquarelle, etc.
et qui est, il me semble, une des premières collaborations avec Face Ugly qui s'appelle encore Face Elliott d'ailleurs. On se rend compte qu'il y a une toute autre considération de la communauté noire aux États-Unis, quoi. Ouais, de mon côté, moi, c'est vrai que du coup, j'étais pas au courant pour ce court-métrage, je l'ai pas vu du tout. Et dans les films que j'ai vus, j'étais effectivement plutôt surpris positivement par le côté inclusif des films et le côté très naturel de cette inclusivité, d'ailleurs, où les personnages, ils peuvent être noirs, ils peuvent être blancs, enfin, c'est vraiment juste un portrait de population, quoi, diverse. Quitte à être sur ce sujet-là, il y a son court-métrage The Hall aussi, en 62, où il dépeint donc deux ouvriers, pareil, basés sur des dialogues improvisés. Il a ensuite mis en animation, avec un des deux personnages aussi, qui est un noir américain, qui a un super beau rôle, je trouve, d'ailleurs, dans le film. Effectivement, là, c'était encore une collaboration avec Dizzy Gillespie, justement, et un Yes. autre acteur dont j'ai oublié le nom, malheureusement, qui joue aussi un ouvrier qui, du coup, est très typé. Enfin, il a un accent new-yorkais très prononcé. On dirait presque Bugs Bunny. Ce qui m'intéresse, en fait, dans ce que vous dites, c'est ce que j'aime dans le film Everybody Rides the Carousel, c'est-à-dire que je trouve que c'est à travers les singularités des personnes qu'il va enregistrer, qu'il va tirer quelque chose de vraiment touchant, plus que par rapport à la construction du film en elle-même, qui est un peu limitée, je Mm. trouve, qui est limitée par rapport à son matériel original. Là, je suis vraiment d'accord. Pour moi, c'est ce qui fait que le film, il a deux visages, et ce visage-là, il est vraiment très chouette. Mais après, c'est des drôles de singularités parce que c'est des singularités qui viennent illustrer plus des généralités, quand même. Oui, effectivement. Enfin, c'est des espèces de cas particuliers de situations quotidiennes, ouais, enfin, j'avoue que moi, ça a plus marché à partir de l'adolescence. Je sais pas pourquoi, je trouvais ça assez commun, quoi, dans l'enfance, quoi, on va Ouais, dire. je suis d'accord. Ah, moi, j'ai bien aimé. Moi, je suis assez d'accord avec Alexandre. Je trouve que, pour le coup, les passages de l'enfance sont un peu plus convenus, plus que dans leur film avec leur fils et leur fille, qui sont beaucoup plus originaux, je trouve. Je tiens à dire quand même que moi, mon éléphant dans la pièce, c'est pas tant le passé raciste qu'on voit vraiment pas, je trouve, dans ce film Non. Everybody Rides the Carousel, mais plutôt ce qu'on voit à même le film, c'est-à-dire que moi, j'ai quand même un problème avec ce scénario très très ancré dans des théories psychanalytiques. Et je pense pas que je sois fondamentalement contre la psychanalyse. Je pense que c'est un outil intéressant pour essayer de voir des automatismes qu'on peut avoir dans la manière dont on agit en société et qu'on ne va pas penser. Et ça a permis quand même d'élaborer des textes qui sont très intéressants. Des textes de Frantz Fanon, de Colette Guillaumin, moi, que je trouve intéressants. Néanmoins, le problème de la psychanalyse, c'est qu'elle a une volonté de vouloir catégoriser l'expérience humaine comme quelque chose d'immuable. Alors moi je veux bien qu'on me propose une théorie de l'agencement humain qui va être quelque chose de général, qui va pouvoir s'appliquer pour tout le monde. Moi, je ne suis pas convaincu vraiment par la théorie de Erik Erikson, où, grosso modo, les visages de la vie sont délimités par, grosso modo, des espèces de dilemmes qui, par ailleurs, comme dans Vice Versa, le film Pixar, sont parfois assez équivalents. Genre, il y a un moment donné, le passage de l'ère Poupon avec la honte et le doute contre l'autonomie, et puis ensuite on va avoir l'ère plus de la petite enfance avec initiative contre culpabilité. En vrai, moi, la différence, je la vois, mais lorsque c'est illustré par les Hubley, en fait, j'ai du mal totalement à la percevoir, comme dans Vice Versa, et on va rajouter des émotions qui pourraient être très bien la combinaison de plusieurs autres. Mais bon, là, visiblement, l'anxiété, ça pouvait pas être un mélange entre, je sais pas, de la tristesse et de la peur. Voilà, c'est des simplifications qui me dérangent un petit peu. Et c'est surtout que on retrouve finalement l'imaginaire de, et là je repense aussi à un livre de Françoise Dolto que j'avais lu qui m'a fait cet effet-là aussi, de la bonne petite famille en fait au final, qui est Ouais. l'imaginaire auquel on aspire. Et à ce moment-là, j'ai envie de me référer à la partie qui m'a le plus gêné. C'est la vie adulte, voilà, après l'âge de l'incertitude de où on en est dans la vie, etc. Où va s'opposer la générativité contre stagnation. Donc déjà, générativité, c'est quoi ce terme extrêmement pompeux pour qualifier quelque chose? Voilà, on sent l'universitaire qui a fait sa théorie. Mais au-delà de ça, la générativité contre stagnation, c'est grosso modo la générosité que tu vas offrir à la société contre le sentiment d'égoïsme qui va te faire stagner. Le problème, c'est que j'ai du mal à voir ça autrement que comme il y a des gens qui font des gosses et d'autres qui en font pas. En réalité, je pense que c'est plus compliqué que ça, parce que lorsque c'est illustré dans le film Everybody Rides the Carousel,
On a un gardien de bibliothèque qui va devoir réprimander la petite fille d'une femme qu'on présume sinon femme seule, sinon femme étudiante, donc du coup pas forcément une situation facile pour elle, qui est obligée d'emmener son enfant. Donc du coup il va être prostré dans son égoïsme de départ, représenté par une tête de poisson, et ensuite il va se délivrer en étant plus attentionné avec la petite fille et en l'emmenant jouer au lieu de la réprimander. Voilà, en étant pris uniquement dans son sentiment d'ordre à faire respecter. Moi, je pense que c'est plus l'idée de servir la société et son entourage plutôt que l'idée de se marier, de se reproduire qui est transmis. Mais il n'empêche que chacune de ces petites illustrations ressemble quand même à des familles qui se ressemblent finalement, alors que en réalité, il y a quand même une diversité de profils qui est parcourue, qui aurait pu amener quelque chose d'un peu moins cadré. Donc c'est à ce niveau-là que j'ai un problème. Après, je pourrais rebondir aussi sur le fait que malgré tout, je sauve ça par la liberté qui va s'offrir dans l'improvisation enregistrée en termes de son, qui va quand même être assez belle. Moi, je pense, par exemple, les deux passages qui m'ont le plus plu, c'est celui avec les deux parents qui vont parler avec une adolescente qui va vouloir quitter l'école pour rejoindre, il me semble, une ferme. Là, on sent les années 70 qui sont bien ancrées. Et Salut aussi hippie Au Ouais, c'est Canada, très, ouais. très hippie. En dehors du pays, Il me non? semble que c'est au Canada Elle veut ouais, pas qu'elle partir du pays au Canada, ouais. Et une séquence avec deux vieux, là ça fait très Muppet Show là aussi, mais qui est quand même assez attachante dans l'idée de deux vieilles personnes qui ont passé leur vie ensemble, qui se ressentent à travers leurs disputes. Donc voilà, je sais pas si vous avez ce même problème et si vous trouvez les mêmes raisons d'aimer le film. Je suis pas trop d'accord avec. Enfin, bon, je vois carrément ce que tu veux dire sur le côté la famille nucléaire, etc., qui est montré quand même à plusieurs reprises. Pour moi, l'expression de générativité contre la stagnation, je l'ai pas tout à fait pris comme toi, justement à cause des exemples. Et c'est là où je te rejoins sur le fait que les exemples, ils vont casser un peu ce côté très binaire et très enfermant du livre, en fait, qui est adapté. Et du coup, moi, j'ai plutôt pris la générativité comme une espèce d'énergie, quoi. Le fait d'avoir de l'énergie et de la dépenser dans quelque chose, versus la stagnation qui serait cette espèce d'affaissement qui serait représenté par les hommes poissons dans le film. Parce que ce truc de la famille, justement, je trouve que quasiment chaque capsule qui va illustrer ce 7e stade de la vie, il va un peu le remettre en question. Il y a une scène où on voit un couple, donc pareil, en discussion d'impro, qui discutent ensemble sur justement est-ce qu'ils veulent un autre enfant ou pas, donc ils débattent de la question. Et justement, pour moi, en fait, les deux argumentaires qui s'opposent, il n'y en a pas un qui est montré comme plus génératif, à savoir faire un enfant, que l'autre, qui serait, en fait, donc c'est la femme, en fait, qui est en mode, bah ouais, mais moi, j'aimerais peut-être me concentrer sur mon boulot, sur les trucs qui m'intéressent, plutôt que de dépenser mon énergie dans un enfant. Du coup, pour moi, les deux sont montrés comme génératifs, et les deux sont montrés comme plein de façons d'aller apporter son énergie dans le monde. Et je l'ai même pas vu forcément comme un truc de être au service d'eux. Pareil pour l'ado qui part à la ferme. Justement, elle veut sortir de cette logique de familiale, elle veut sortir de cette logique d'enfermement. Et j'ai pas l'impression que ce soit montré comme une mauvaise chose, plutôt comme un moment de conflit entre deux générations, mais qui fait partie de la vie et qui fait partie de la construction justement de ces différentes phases, où on peut s'éloigner d'un chemin qui serait le chemin plus traditionnel. D'autant que dans l'exemple que tu cites, il me semble que la discussion entre les deux parents lorsqu'ils s'isolent après que la jeune femme se soit isolée dans sa chambre parce que elle claque la porte, elle se sent pas comprise quoi. Il me semble que l'épouse rappelle à son époux que rappelle-toi, toi aussi tu as commencé à travailler super jeune. Toi aussi t'es passé par là en gros quoi. Pour un peu compléter ce que je disais, si je trouve le film plus intéressant à partir du moment où on arrive à l'adolescence, voire à l'âge adulte, c'est que le film refait intervenir des affects, des pulsions, des choses comme ça qui sont motrices. On parlait de générativité, de stagnation, à chaque fois il y en a 2 ou 3 par stade. Dans les âges postérieurs aux étapes de la vie où on développe et on découvre ces affects moteurs. Et là, la comparaison avec vice-versa est vraiment bien choisie. La dynamique devient moins binaire. Enfin, c'est plus riche, c'est plus intéressant. Enfin, on nous rappelle aussi que, bon, au fond de nous, on est peut-être toujours ce nourrisson qui découvre le monde et se voit frustré, sa soif de découverte, dans le même temps, même bien qu'on ait passé 50 ans, enfin, des choses comme ça. Mais bon, le film, quand même, en fonctionnant toujours un petit... Enfin, le film, c'est pas le film, c'est plutôt le travail d'Erikson, là, qu'on discute et que le film reprend, manque un peu de dialectique, quoi. Pour rester sur la générativité et la stagnation, je vois pas en quoi la stagnation serait nécessairement
quelque chose d'encroutant, de néfaste, et en quoi la générativité, le fait de proposer sans cesse quelque chose de nouveau dans sa vie, dans ses us, dans ses coutumes, ça m'ennuie un peu. Il y a quelque chose qui est gentiment compatible avec une espèce de soft American way of life qu'on quitte quasiment jamais. La famille nucléaire, soit comme état, comme situation, soit comme destination des enfants et des adolescents qu'on rencontre quoi, au début du film et qui papillonnent, se bécotent dans le tunnel de l'amour à la fête foraine des projets de la vie. Là, vraiment, ça fait très Sesame Street, ce genre de choses, quoi. Il y a quelque chose d'un peu gentillet. En même temps, on explique que la vie, c'est fait de haut, de bas, que tout est en nuances de gris. Mais ça dit pas grand-chose non plus. Il y a quelque chose de très... une fois qu'on a tout catégorisé, qu'on a tout simplifié, c'est peut-être un peu là que la pensée stagne, justement, que le film perd quelque chose en profondeur. À partir du moment de toute façon où je voyais que tout était diffusé en 8 chapitres, j'étais pas rassuré sur... je me suis dit, bordel, je vais attendre le 8e chapitre. Je savais, je le sentais. Et bon, il se trouve que le film est suffisamment foisonnant, voilà, d'idées d'animation pour que ce soit au-delà de ça très captivant. Mais j'étais vraiment trop emmerdé par ce fait que ce soit chapitré, que soudain que ça intervienne comme ça. Parce que, pour continuer sur la comparaison avec Vice Versa, il n'y a pas ce chapitrage. On nous présente les affects, on saisit assez facilement leurs ressorts, leurs mécanismes, quoi, ce qu'ils viennent apporter à la psychologie du personnage de Vice Versa. Mais c'est le côté trop de démonstration qui fait que le film manque de dialectique à certains moments, quoi. Ouais, enfin bon, la dialectique, je suis désolé, mais tu la trouves pas vraiment dans Vice Versa non plus. Hein. Non, J'ose le certes. Non, moi Certes. Et vice trouve versa, que ce t'es- n'est qu'une étape de la vie. En je plus, trouve que t'es un peu dur quand même, Alexandre. j'ai précisé que c'était essentiellement avec Ericsson que ça me gave, que Mm. vraiment le film je le trouve Bien magnifique, sûr. mais que je regrette qu'ils aient pas un peu plus réécrit, qu'ils aient trop appliqué Ericsson. Peut-être que ça donne l'impression que je suis dur avec le film, mais je veux vraiment pas. C'est juste, oui, d'accord, il y a 8 étapes dans la vie, soit, mais ça c'est un peu ce qui m'ennuie dans le film. C'est ce qui vient réutiliser d'une théorie psychologique, psychanalytique. Ça aplanit un peu tout, selon moi. Mais... Ben, je te trouve un peu dur avec le film à un point, c'est-à-dire que moi, je partage ta critique du fait que finalement, cette théorie-là, on a du mal à la voir autre part que justement dans les séquences assez gentillettes. Au final, on va pas être justement avec des hippies qui vont faire une communauté alternative, je ne sais pas où. Justement, on ne suit pas l'adolescente dans cette communauté, je ne sais quoi. Ou alors, on va pas découvrir des gens qui vont être à la marge. Ça va être quelque chose de très illustratif. Après, je trouve quand même qu'on n'est pas dans un film voilà, scientifique ou quoi que ce soit du genre. On n'est pas dans The Story of Punctuation de Disney où on va expliquer aux filles comment bien accepter leurs règles telles qu'elles apparaissent dans les années 40-50. On n'a pas une petite voix off qui va expliquer chaque bonne attitude à avoir, etc. Et ce qui sauve le film, c'est vraiment ce qui sauve le film, s'il a besoin d'être sauvé, mais ce qui distingue le film, c'est quand même une ouverture à l'autre, aux autres. Et je pense que c'est plus à ce niveau-là que le film essaye d'illustrer les théories d'Erikson. C'est qu'au final, l'idée, c'est vraiment plus de comprendre comment l'autre fonctionne à travers ses particularités physiques et sa manière de parler, etc. Plutôt que simplement d'appliquer une théorie de manière très littérale, même si au final, elle le fait quand même un peu. Je trouve que ça se ressent d'autant plus quand on a vu les films avant, c'est-à-dire que par exemple The Hall dont on a dit du bien, moi ce qui m'a vraiment plu c'était que l'on avait vraiment un instantané du temps présent, d'une peur d'une guerre qui pourrait arriver de manière imminente, tout en étant dans le contexte assez badin de deux ouvriers qui discutent ensemble, presque comme si ces discussions-là n'avaient pas d'importance, alors qu'en réalité, elles ont eu une très importante pour eux. Et ça se voit aussi justement dans Date with Dizzy, qui est un film que je trouve assez rigolo, parce que ça commence comme une sorte de film presque comme le début du cinéma avec quelqu'un qui débarque en disant « Oui, j'ai fait un cartoon et il me faudrait une bande originale pour que ce soit diffusé à la télévision, etc. » Et
En réalité, ce qui se passe dans ce cartoon-là, c'est pas que au final, on va avoir une bande originale qui va être réalisée et voilà, ça va être une chute. Au final, ce qui va être diffusé, c'est le talent de cartooniste de Art Babbitt, qui est justement un des anciens de Disney, qui a collaboré avec John Hubley, et également le talent de Dizzy Gillespie et de son orchestre qui va faire 3 petits morceaux à la fin. Au final, on va aboutir à la singularité de cet orchestre-là lorsque le film va être achevé. Pour moi aussi, c'est ces différentes unions de singularité qui se retrouvent justement, je pense aussi, dans le travail des Hubley, qui va reprendre souvent des animateurs qui sont souvent les mêmes. Par exemple, dans Everybody Rides the Carousel, on retrouve la même animatrice, Tissa David, que sur Coca Booty. D'ailleurs, bon, ça c'est pas très glorieux, mais John Hubley dit que peut-être qu'une présence féminine à l'animation va peut-être apporter une sensibilité qui va correspondre à ces jeunes filles. Bon voilà, on reste sur un homme du début du XXe siècle. Pour lui donner tort et raison, sans déconner, à partir du moment où il travaille avec Face Hubley, je trouve son travail nettement plus intéressant, hein. Je sais pas si c'est une affaire de sensibilité ou d'émotion, mais je trouve, je veux pas dire de bêtises, en tout cas c'est un des premiers projets qui montent ensemble, mais à partir de Harlem Wednesday, il y a une autre patte. Enfin, déjà, dans le cas précis du court-métrage, il abandonne le mouvement. Il y a un recours à des artistes qui ont un style qui est absolument pas hégémonique, en tout cas dans l'animation de l'époque. Et on est en 58, quand même, voilà, il y a... je sais pas ce que sort Disney à l'époque, mais bon, c'est très étonnant de voir ce genre de choses. Il le résume peut-être avec effectivement des mots d'un homme des années 50. Mais je crois que c'est un moment de tournement de sa vie aussi, ce moment-là. Enfin, effectivement, il a commencé à travailler avec Face Elliott, du coup, à l'époque, à ce moment-là, mais Ouais. c'est aussi à partir de ce moment-là, je crois qu'il commence vraiment à faire des films indépendants. Parce qu'à la base, Storyboard Studio, il l'avait créé pour faire de la pub, parce qu'il était globalement dans la sauce, parce que il était un peu cancel, parce que vu comme un peu trop communiste pour les USA, C'est quoi. jamais Il mauvais avait une signe, enquête du ça. FBI sur le... Il avait une enquête du FBI sur le dos, donc il s'est dit, bon, vas-y, on va faire de la pub tranquillement. Je crois que, ouais, en fait, le truc, c'est que ces films avec Face Hubley, au final, c'est ses premiers films indépendants. Donc en fait, il y a vraiment un truc où leur collaboration, c'est vraiment un truc à part dans sa vie, à part dans leur vie du coup, mais je veux dire, sa carrière switch à ce moment-là aussi parce qu'il change de manière de production et il produit, il me semble aussi, à beaucoup plus petite échelle en termes de taille d'équipe. À partir du moment où il travaille sur... le premier que j'avais en tête, moi, c'était les aventures d'un Astérix. Je sais pas Oui, si... Adventure of Asterix, effectivement, je suis d'accord. Qui plus est, un film qui a été commandé par un musée, le musée Ah oui, c'est Guggenheim. vrai. Oui, oui, pas mal. Ah, quand C'est-à-dire même. que c'est quand même intéressant ce mélange entre grand art et art populaire. Et là, pour le coup, Ouais. le style UPA, il n'y a pas plus populaire que ça. C'est vraiment le style que tu vois à la télévision qui va ensuite être repris par Hanna-Barbera, etc. Et Adventure of Asterix, moi, je trouve que c'est un film qui est magnifique en termes au moins plastiques. Qui va être inspiré par Norman McLaren, mais également par tout un mouvement, je pense, cubiste et d'art qui a pu avoir lieu à New York. Je ne peux pas le confirmer parce que je ne connais pas ça de manière précise. A priori, c'est bien ça, ouais. J'avais vu cette info aussi qu'il était vraiment passionné d'art moderne globalement et qu'il voulait en infuser le plus possible dans ses films. Donc il y a clairement cet héritage. Avec une histoire là aussi qui va être assez générique, avec un père qui apprend à redécouvrir voilà, l'énergie de jeunesse de son fils. Et moi, ce que j'aime bien quand même, c'est que même dans le film, avec les personnages qui deviennent adultes, etc., c'est qu'on n'abandonne jamais une vraie énergie, qu'on n'abandonne jamais quelque chose qui va être très vitaliste en réalité, et surtout un étalage de générosité au niveau de la forme dont on n'a pas forcément parlé, mais qui est présent dans tous leurs films, même dans leur production télévisuelle, ce qui n'est pas forcément quelque chose qui est évident, que moi je trouve assez admirable quand même. J'aime beaucoup ce film aussi, moi. Et c'est marrant comme il donne des clés de lecture ou plutôt des espèces de contradictions avec Everybody Rides the Carousel. Parce que justement, là, on voit vraiment un truc de... bah non, les étapes de la vie, elles sont pas si séparées que ça. Il y a vraiment un côté où elles communiquent. Parce qu'il y a justement cette idée du père qui est fatigué de la vie, mais qui était un enfant quand il était petit, et qui était un enfant qui aimait bien jouer et tout, et qui redécouvre le monde. Bon, ceci dit, qui redécouvre le monde grâce aux yeux de son enfant, donc il y a quand même le côté cyclique de t'es un enfant, tu deviens un adulte qui fait un enfant. Bon, le carrousel, c'est ça aussi, hein, c'est le côté on fabrique des petits êtres humains qui vont grandir et en fabriquer d'autres. C'est plus une question, parce que je parlais, enfin,
d'encre de Chine, de fusain, d'aquarelle, de feutre, tout ça. Et ce côté, on a toujours l'impression que c'est animé sur du papier calque aussi. On voit toujours un peu le papier, on voit il y a parfois des Ouais, sortes de de fou. transparence. On en sait un peu plus sur leur méthode de travail quand ils ont abandonné le cellulo plus typique studio cartoon ou... Je sais pas si tu as des infos toi là-dessus, Simon, mais j'avais vu un truc qui m'avait complètement halluciné. C'est qu'en fait, ils animaient donc pas sur cellulo, mais sur papier. Mhm. Et ils l'ont utilisé notamment dans Moonbird, cette technique. Vu que le papier c'est transparent, qui faisait de la double exposition, c'est-à-dire qu'en fait, ils faisaient d'abord genre le fond, et Ah, après ils dessinaient un perso sur une feuille blanche, ils entouraient le perso de plein d'encre de Chine pour que ce soit noir, et ils refilmaient par-dessus pour imprimer le perso dans le décor qu'ils avaient déjà filmé. Donc c'est des gros dingos quoi. oh, c'est bien. Ça, c'est superbe dans Windy Day. Cet effet-là dans Windy Day. Ah, je trouve que ça marche super bien, ouais. J'adore aussi ce que ça rend. Et d'autant que c'est un des films, j'ai l'impression, les plus improvisés avec. Et c'est leurs deux filles, c'est ce que tu disais, Simon. Oui, c'est ça. Leurs deux filles dans Windy Day et dans Moonbird, c'est leurs deux C'est fils. leurs deux fils. Mhm. Ouais. Et dans Coca Booty, c'est aussi leurs deux filles. Moi Oui, qui est c'est mon ça. préféré, je crois. Ok. J'en ai encore tellement à rattraper. Mais je sais pas pourquoi, dans ces moments-là, ça me rappelait un petit peu, disons, l'objet d'un de nos anciens épisodes. Oh putain. Oh, je pense que j'ai pensé à la même chose, vas-y. Je pensais à Midnight Gospel. Allez. et, je, Et oui, et- et je totalement. retrouvais ce kiff je comprends, enfin, évidemment, c'est beaucoup moins digressif et il y a plus de cohérence, mais vu que tu es dans des jeux d'enfants, en tout cas dans Windy Day, je veux dire, les deux petites, elles partent dans toutes les directions. C'est mis en contexte dans un jardin en été et elles créent un château, elles se racontent des histoires de princes, de princesses, de mariages royaux, tout ça. Et avec voilà cette double impression de papier, ça donne vraiment quelque chose de superbe, quoi. Donc c'est une double exposition de papier. Je sais pas s'ils l'ont fait à chaque fois, mais en tout cas, c'est sûr que dans 2 ou 3 films, ils ont fait Mhm. ça. Ce qui devait être tellement galère en vrai. Mais Ouais. ça rend bien, donc bravo à eux. Ouais, purée. Enfin, rien qu'utiliser de l'encre de Chine, ça doit être une sacrée corvée, je vais dire poliment. Euh, une sacrée corvée à utiliser. Enfin, en plus, tu dois utiliser, j'imagine, un papier très spécial parce que l'absorption de l'encre de Ouais, Chine, c'est j'imagine, pas ouais. très standard, quoi. Ça doit demander un sacré effort. Et pour rebondir un peu, parce que j'ai pensé aussi à Midnight Gospel, Eh, c'est marrant parce que j'ai je me ressenti sens un moins feeling en mode, seul. mais j'ai déjà ressenti ça en regardant un film, et c'était Midnight Gospel, et ça m'a rappelé pourquoi j'avais bien aimé Midnight Gospel, même si en même temps c'est un peu, je trouve, une antithèse Je dans suis la d'accord. manière dont c'est géré, parce que je trouve que les Hubley, ils sont trop forts pour aller, pour le coup, vraiment traduire la parole et l'expression de la parole dans quelque chose qui va se produire à l'écran. Alors que Midnight Gospel, il détournait contrecarrer la parole par le visuel, des fois c'était très très dur de se Tout à concentrer sur les fait. deux à la fois. Là, il y a un truc où c'est vraiment comme si la parole euh, attendez, générative de visuel en Bien. permanence. Et non, non, mais et je trouve que c'est vraiment impressionnant la manière dont ça fonctionne, dont c'est élastique, dont c'est automatique quasiment en fait. Ça s'accompagne, ouais, c'est très très juste ça, qu'on n'est pas dans, enfin, dans le digressi, et c'est un des problèmes de Midnight Gospel, je me Mhm. rappelle, on en avait suffisamment causé, que ça vient parasiter, ça vient court-circuiter, enfin, tant la parole que l'animation, quoi, que là c'est vraiment un accompagnement, c'est très très juste. Et je tiens à signaler qu'il y a quand même un autre film qui est pas identique, mais similaire. Je dirais que Waking Life, quand même, a des similitudes Mhm. avec Everybody Rides the Carousel, même si Waking Life, pour le coup, la qualité didactique, elle n'est pas trop là. Mais oui, je tenais quand même à souligner que dans ce film-là, Everybody Rides the Carousel, il y a quand même des séquences qui sont assez impressionnantes. Moi, j'aime beaucoup la première séquence avec la naissance du bébé, avec des formes qui vont être très pleines, qui vont être animées avec pas mal de détails, un peu plus que l'animation plus cartoon du reste du film. Et j'aime bien quand même la manière dont à chaque partie, il va y avoir des designs qui vont être vraiment délimités et de manière parfois un peu subtile. C'est-à-dire que par exemple, les enfants des premières parties, et je tiens à signaler que moi, quand même, ça m'a un peu gêné quand même l'espèce d'Oedipe Ah oui, oui, oui. illustré dans les. Oui, je me suis dit, bon, bah. En gros, Attends, je me rappelle plus de ça. dans un des âges, t'as une fille qui rêve voilà, de partir avec son père et ensuite
enfin partir de manière métaphorique, c'est-à-dire avec l'animal qui représente ce désir-là, et l'autre c'est un garçon avec sa mère. Ça aussi, j'ai pas trouvé ça d'une grande finesse. Ouais, c'est genre. Ça m'est passé au-dessus En de la fait, c'est l'âge tête. de l'imagination versus la culpabilité. Et donc, il y a vraiment. Effectivement, Simon, ce qui est marquant, c'est que tu as vraiment le miroir des deux enfants qui veulent, en gros, sortir avec leurs parents. Enfin, par exemple, le petit gars, lui, il y a son oiseau, donc son oiseau d'imagination qui emporte sa mère en mode je vais partir avec toi, maman, et qui balance son père à la poubelle, littéralement. Donc, c'est vraiment genre la Oui, c'est subtilité vrai. zéro, quoi. Et là, pour moi, enfin, là, le film, il est dans totalement le travers que vous voulez reprocher. Je suis d'accord dans ce truc de. On sent bien le poids de la psychanalyse qui pèse sur le film, quoi. Mais ce que je tenais quand même à souligner que toutes ces créatures-là sont quand même toutes vraiment très rigolotes et c'est toujours un plaisir de les revoir réapparaître aussi dans les âges futurs pour montrer qu'elles n'ont pas totalement disparu. J'aime bien l'affection qu'elles... Bah, après, ça va paraître un peu étrange parce que c'est vraiment que des petites séquences qui ne valent pas grand-chose en soi, mais l'affection qu'elles ont pour l'une pour l'autre, qu'elles se connaissent ou elles cherchent à se connaître, etc. Et qu'ensuite on les retrouve en train de faire une dernière danse après la fin du cycle et le départ d'un nouveau cycle, etc. Et c'est à ce niveau-là que je parlais de générosité, c'est-à-dire que même dans des séquences qui vont être très cadrées, il y a même une séquence un peu clip avec juste de la musique et des adolescents qui explorent une fête foraine comme dans Vice Versa, voilà. Aïe, 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 tout est Pixar n'a lié. rien inventé, j'ose le dire. La famille Hubley devrait porter plainte contre Disney. Très mauvaise idée, ne faites pas ça. Tu casses tellement toutes nos illusions, Non, Simon. non, mais tout ça pour dire que cette manière d'intégrer des séquences qui vont être très rigolotes, tout en gardant un style qui est très personnel, je trouve que là, pour le coup, on retrouve aussi ce travail de contrainte qui est propre aux réalisateurs indépendants américains. Surtout dans les années 70-80, je pense à Vince Collins ou à Ouais, Sally Swishank. J'espère que je... j'essaierai même pas de prononcer Oui, oui, son nom de la famille. réalisatrice de Face It Like a Frog, qui a fait elle aussi pas mal de films pour Rue Sésame. Et ce qui est chouette, c'est que même si là, pour le coup, la qualité didactique, elle est évidente, il y a toujours une patte qui est propre, j'ai l'impression, aux œuvres pour enfants. Le fait que ça existe dans cet écosystème-là, le fait qu'il y ait quand même un espace où ça peut exister et qui n'est pas que propre à l'animation américaine. Je crois qu'il y a également ça dans des pays, là aussi, d'Europe de l'Est et en animation aussi japonaise avec Minano Uta. Je sais qu'il y a un équivalent, je crois, tchèque, mais je peux me tromper, peut-être hongrois, où il y a cette animation-là qui peut exister. Bah, moi, je trouve ça chouette. Et d'ailleurs, je voulais vous demander, est-ce qu'il y a des séquences qui vous ont particulièrement marqué en termes de qualité? Le film se tient, hein, je veux dire, globalement. Et c'est vrai que là, pour le coup, la scène du. Tu en parlais un peu plus tôt, la scène un peu clipesque de la fête foraine est sur certains plans assez impressionnante parce que tu as des espèces de vues subjectives dans les manèges et il y a de la spatialisation avec de la perspective dans les montagnes russes, des choses vraiment assez impressionnantes où on sent qu'il y a eu beaucoup de travail accordé au plan, un peu démonstration de force, quoi, de talent. Mais sinon, je trouve le film assez uniforme, je veux dire, pas monotone, quoi, mais il me semble pas non plus qu'il y ait de sautes ou de baisses, quoi. À chaque fois, chaque nouvelle petite créature vient apporter de nouvelles interactions, un peu plus de richesse à l'animation, quoi. Et c'est pour ça que je trouve ça d'autant plus intéressant quand elles interviennent à plusieurs dans les segments, disons, de la seconde moitié, dernier tiers du film. C'est une fois qui mobilise un peu tout, que je trouve que le film est plus intéressant, mais purement esthétiquement, je trouve que le film est très solide malgré le côté un peu étonnant, animation indépendante sur du papier avec des crayons, etc., quoi. Bah déjà, moi j'adore le carrousel, tout simplement. Genre vraiment, le film a commencé là-dessus avec ce petit, comment dire, Monsieur Loyal, un peu l'espèce d'arlequin là qui nous présente les 8 rides for 8 stages. Et lui, je l'aime trop. Enfin, en fait, j'aime trop ce petit clown, ce petit carrousel, je le trouve magnifique. Et après, moi j'avoue, j'aimais bien tout le début avec vraiment chaque stade de la vie associé à deux animaux. Le côté vice-versa, on en a parlé. J'étais un peu deg parce qu'après, il y a tout un moment où il n'y a plus d'animaux. C'est plus métaphorique. Par exemple, il y a un moment où du coup, c'est au moment où il y a la compétence qui affronte l'infériorité, la sensation d'infériorité quand tu vas à l'école.
Là, pour le coup, c'est plus des animaux, c'est tu deviens plus grand ou plus petit selon comment tu te sens. Ceci dit, qui a fini par bien me plaire aussi. Mais effectivement, moi, les animaux qui interagissent, qui sortent des corps, qui font leur vie et tout, ça marchait bien sur moi. J'ai un tout petit peu décroché au moment des ados, justement. Je sais pas, pour moi, ça faisait très années 70. Ouais, les ados, ils sont perdus, ils tournent partout. C'était un peu clipesque et j'étais un peu moins dedans parce que je crois que justement, le côté très ordonné du film, moi, il me plaisait bien. J'étais en mode, qu'est-ce qui nous attend après et tout, qu'est-ce qu'ils vont nous. Genre, ça va être quoi les animaux de la prochaine étape de la vie? J'ai trop envie de savoir. Et j'ai adoré les vieux à la fin. Ouais, pareil. Franchement, les vieux à la fin, c'était trop bien. Les deux séquences, autant la séquence très humoristique où c'est donc deux vieux qui sont au self, qui s'embrouillent à moitié alors qu'ils s'aiment bien et qui retardent tout le monde parce qu'ils décident pas ce qu'ils veulent prendre à manger, quoi. Et sinon, incroyable quand même cette séquence finale, du coup, des deux vieux noirs américains à Halloween qui attendent les enfants qui passent à leur porte et un moment, t'as la mort qui arrive à leur porte et tout. Enfin, je sais pas, je trouve ça trop bien pour terminer le film. Avant la petite ronde finale où tous les âges de la vie font une ronde ensemble et dansent. Je trouve ça trop bien de finir là-dessus. Ça rejoint ce que tu disais, Simon, que c'était avant tout un truc sur finalement la communication entre les différentes personnes du monde et qui devraient essayer de se comprendre. Et je trouve ça trop bien de finir là-dessus, dans le film. Bah, de toute façon, finir, comme tu dis, sur le segment précédent qui fait presque incursion d'horreur gothique avec l'apparition de la Ouais, mort. Enfin, je veux dire, j'étais. ouais. D'où t'as une espèce de rêve au masque de la mort rouge de peau d'un coup. C'est très surprenant. J'aime beaucoup cette scène. Et en même temps, c'est deux vieux qui s'amusent à faire des farces à des gosses, quoi. Donc, comme quoi Ouais. le début de la vie et la fin de la vie se rejoignent, mais t'as cette intervention de la mort qui est absolument pas inquiétante. Pourtant, enfin, comment dire, elle est inquiétante, mais elle est pas menaçante. Bref, j'aime beaucoup cette Parce scène. qu'elle vient et elle repart ou j'invente complètement là? Bah, il l'accueille, quoi. Elle leur Ouais, c'est fait pas ça. peur. Oui, c'est ça en fait. C'est juste qu'elle fait rien, quoi. Elle vient pas les tuer. Enfin, bon. Elle Peut-être, est on quand n'en même sait en train de rien, rôder, mais mais. Simplement ouais, bah, l'acceptation de la mort, ouais, je dirais. Ouais, c'est ça, c'est c'est ça. ça. Et j'ai trouvé, j'aime bien. J'aime bien quand c'est serein comme ça. En plus, la mort, elle danse à la fin comme dans un hôtel Transylvanie, c'est quand même pas mal. Ah oui, ah oui. Digne d'un générique effectivement de film d'animation Illumination. Putain, il manquait plus que Gandhi Tartakovsky, ça y est. Euh, Magnifique. Et toi, du coup, t'en as un peu parlé au départ, mais Simon, les séquences qui t'ont marqué? Ouais, oui, c'est celle que j'avais mentionnée, c'est-à-dire que moi aussi j'aime bien les dernières séquences avec les vieilles personnes. En fait, c'est surtout des parties que j'ai préférées et j'ai aussi bien aimé l'improvisation un peu hésitante du couple qui se met un masque, Ouais. mais peut-être parce que j'arrive à ce stade de ma vie, je ne sais pas, entre l'indépendance et je ne sais pas, la conjugalité, je ne sais plus comment il appelle. Ah oui, c'est l'intimité versus l'isolement, je crois. J'ai mes notes sous les yeux, hein. Je suis pas un puits de mémoire. Et est-ce que vous-même, vous avez des choses à rajouter sur le film? Pas trop, si ce n'est que du coup, bah que en gros, moi donc j'ai pas la séquence que je préfère dans le film, mais sinon vraiment je recommande à fond le film Cock-a-Bully qui est vraiment mon préf de tout ce que j'ai vu du couple Blay. Je trouve ça trop bien, genre je trouve que là pour le coup c'est tout ce qu'il y a de mieux d'Everybody Rides the Carousel, mais multiplié et sans un peu la prison psychanalytique hmm. qui pèse au-dessus. Ah, c'est vrai que les courts-métrages valent vraiment le coup d'être vus, ouais. Ah ouais, faut y aller, hein, faut voir ça, franchement c'est trop bien. L'impro des enfants, mais putain, c'est trop bien, franchement c'est trop bien. Et ils en font quelque chose de trop bien. Ouais, c'est quand même assez bizarre, ouais, au début. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé du son. J'ai tout regardé sans sous-titres, parce que je les trouvais pas, Oui, même pas les sous-titres anglais parfois. pareil. Donc Des fois c'est dur, hein. c'est pas toujours confortable, quoi. Mais en même temps, il y a une espèce de liberté, quoi. Tu sens que c'est la prise qui tourne et que il se passe ce qui se passe devant le micro et que t'as une sensation de proximité, quoi, assez Mm. nette. Ça, c'est vrai, c'est super. Et en plus, il y avait un petit segment disponible sur justement la conception de Coca Booty. Et justement, il parle du fait que il va concevoir la voix et l'enregistrement comme un espace pour faire son animation. Donc du coup, potentiellement, il y a quand même quelque chose d'assez profond à creuser sur la manière dont il va concevoir ses films et ses espaces filmiques comme une réponse directe aux enregistrements qu'il a fait. Donc du coup, moi, je trouve ça quand même assez chouette, cette manière de voir les choses. Moi, j'aurais bien envie de vous conseiller quand même Adventure of Astérix, je crois que c'est ça. Les aventures d'un Astérix, comme tu l'as dit en français, mais je savais pas qu'il était sorti en français. Non, non, j'ai traduit Ouais. manuellement, hein, le nom effectivement est anglais. Les aventures d'Astérix en français, c'est autre chose. C'est ça. Et j'étais un peu déçu parce qu'il n'y avait pas idée fixe, quoi. Je conseille celui-là, c'est peut-être un de mes préférés en termes de court-métrage.
Je recommande quand même de regarder ces films UPA qui sont plus standards, mais qui valent quand même le coup d'œil. Et aussi, je dirais de s'intéresser au Hubley de manière générale, parce qu'en réalité, c'est quelque chose que j'ai pas dit, mais justement, les deux petites filles qui sont dans le film, Coca Booty et Windy Day, Emily et Georgia, sont aussi des artistes, c'est-à-dire que Emily a fait des films de son côté, et certains que je trouve vraiment très bien. Moi, j'aime bien One Self Fish Girl, qui est sorti en 98, qui est vraiment très chouette. C'est sur, justement, là aussi, on rejoint une thématique de Everybody Rides the Carousel, c'est sur une femme qui a la trentaine, quarantaine, qui a des enfants et qui va faire un retour rétrospectif sur sa vie, sur les influences qu'ont pu avoir certaines personnes ou elle-même par rapport à la manière dont elle abordait les choses. Et il y a Georgia qui a aussi fait des films avec sa sœur, mais qui est aussi connue pour être une des membres du groupe Yola Tango, qui est un groupe de rock Yes! indé américain qui vaut vraiment le coup d'être écouté, qui est assez chouette. Ça fait très népotisme totalement assumé, mais là, quand même, je trouve que les Bli, ils assurent quand même pas mal en termes de production. Ah, j'avoue. D'autant que Viola Tango, c'est rigolo. Enfin, je tombais sur un film de Bill Morrison, un cinéaste expérimental qui travaille uniquement à partir d'archives de vieux films. Et bref, trop drôle de me rendre compte que c'est une des deux petites filles de Windy Day. Enfin, j'adore. Très bien. Après avoir chevauché le carrousel et avoir attrapé la queue du Mickey, on va, je pense, se concentrer sur nos recommandations. Donc les recommandations, est-ce qu'on a besoin de dire ce dont il s'agit? On a juste aimé des trucs et on vous les présente. Je propose qu'on commence par Simon. Alors, moi j'étais en pleine hésitation là pendant l'épisode sur quelle recommandation je choisis, mais allez, j'ai choisi. Bon, recommandation gaming une fois de plus, hein, on change pas, on se change pas. Et je vais vous recommander voilà, un jeu qui m'a sauvé un dimanche soir de blues, ce qui pourtant normalement est un moment incurable, hein, bien sûr, le pré-lundi. Et pourtant, et pourtant, il est là. Once Upon a Jester. Voilà, donc il était un clown, Un j'en sais rien. bouffon, ouais. Donc c'est un jeu de Bonté Avant, et c'est vraiment mais du bonheur à l'état pur. En gros, il y a vraiment une vibe très très Adventure Time des premières saisons. On joue deux types qui sont des voleurs et qui veulent voler le meilleur trésor possible, c'est-à-dire c'est le gros diamant qui est dans le château de la princesse. Et pour ça, ils se disent, on a besoin d'atteindre le château, il faut qu'on trouve en fait une excuse pour y aller. Ils s'inscrivent donc à un concours de théâtre où il faut faire la meilleure pièce de théâtre d'impro possible pour avoir le droit de jouer au château. Et là, ils se disent, on pourra en profiter pour voler la gemme, quoi, le diamant. Et donc, on se retrouve à jouer à un jeu de simulation de théâtre d'impro qui est incroyable. Donc, tous les jours, on se met sur la place du village et on peut improviser à partir d'une base qu'on a conçue ensemble. Et au fur et à mesure, ces deux voleurs vont devenir amoureux du théâtre d'impro et vont finir par vouloir faire ça absolument toute leur vie. Donc, c'est pas un spoil, ça arrive assez vite. Mais voilà, ça dure 3 heures à peu près, et c'est tellement de plaisir que je le recommande à tout un chacun. Si vous voulez, voilà, un moment de lumière dans ce monde parfois difficile, allez-y bien vite. Je pense qu'il est pas cher. Il est à tout en promo. 3,74 là en ce moment sur Steam. Alors ouais, du coup, quand l'épisode sortira, il sera sûrement remonté de Ouais. prix, mais pour rebaisser sous peu, j'en suis sûr. Sûrement à 30,74 € quand il sortira. Alexandre. Eh bien, moi, bon, j'ai rien préparé pour l'épisode, mais me vient assez naturellement l'envie de parler de mon premier coup de cœur de l'année, mon premier coup de cœur cinéma, pour changer. Chacun ses marottes. J'en avais entendu parler, il me semble, dans le top 10 des cahiers du cinéma de 2025. Je suis allé voir Laurent dans le vent de Anton Balegjian, Léo Couture et Matteo Eustachon, qui suit un jeune homme qui a 29 ans, qui va s'isoler dans une station de ski hors saison, alors qu'on comprend qu'il ne va pas très bien, qu'il est un peu en errance professionnelle, émotionnelle, intime. Enfin, il est un peu au bord des abysses de la déprime. Plutôt que de se mettre à la vie active, de devenir un adulte fonctionnel et d'un peu trahir ses aspirations et ses rêves, il va juste continuer à essayer d'être gentil avec les gens qu'il va rencontrer. Un jeune homme qui habite dans un mobil-home, pareil, qui est hors saison, une vieille dame très isolée qui, on le comprend assez vite dans le film, attend un peu la mort. Il
Il y a une femme aussi jouée par Béatrice Dalle et son fils, fan de l'univers des Vikings, mais qui n'a pas l'air de tout saisir aux Vikings. Ça tient plus à des jeux, un monde en fait qui s'est créé. Il va un peu seulement voilà, être à la rencontre de ces gens-là. Et c'est sans doute ça qui va l'aider à tenir, parce que je sais pas si c'est un film qui te démontrerait qu'il faudrait se soigner de sa déprime ou quoi. Ça m'a un peu rappelé sur un ton beaucoup plus solaire Charles mort ou vif de Alain Tanner, qui est un film pareil, qui quelqu'un de très dépressif, et explique que dans une certaine mesure vivre sa dépression dans de bonnes conditions, entouré des bonnes personnes, n'est pas forcément un mal, et que ce qu'on traverse dans ces moments-là est quelque chose qui nous appartient et qu'on peut résoudre avec nos propres moyens, tant que c'est pas dangereux pour nous, quoi. Enfin bon, tout ça pour dire, je trouvais que c'était un film hyper tendre, qui m'a autant touché et ému qu'il ne m'a fait vraiment rire. Il y a des scènes vraiment très rigolotes. Donc déjà, tomber sur une comédie française gentille, j'étais juste trop content de voir qu'on n'était pas en train de faire des pics sur je ne sais quelle communauté, sur je ne sais quelle tranche d'âge, sur je ne sais quelle idée politique, et que ça réunissait plutôt les gens autour d'accords, et enfin prendre soin des autres, quoi. Bref, ça m'a beaucoup réconforté en ce début d'année un peu maussade. Bien, du coup, on va être dans le vent pour 2026. Moi, j'ai une recommandation. J'ai peur que des gens rigolent ici. Mais tant pis, je vais l'assumer. Donc du coup, Mais non. j'avais besoin aussi d'un peu de joie, de peps et de tonus dans ma nouvelle année 2026. Et donc du coup, j'ai décidé d'explorer le champ des productions Canon. Canon, je ne sais pas si vous connaissez, Yes. je pense que vous connaissez ces célèbres producteurs israéliens qui ont essayé d'infiltrer le marché américain et qui ont majoritairement échoué en ayant fait pas mal de films qui nous sont considérés comme des gros navets. Mais avec quand même quelque chose un peu étrange, un film de Godard, un film de Lino Brocca, le réalisateur philippin. Bon, c'est un peu studio un peu bizarre. Ils ont eu un Et Oscar, non? ils ont eu un Oscar pour quel Il me film? semble, pour Runaway Train de Konchalovsky, il me semble qu'ils Ah avaient oui. chopé un Oscar. C'est très amusant. Donc moi, j'avoue que je dis ça avec du mépris, mais c'est quelque chose qui m'attirait un petit peu, quelque chose que j'imaginais comme une sorte d'étrangeté années 80 qui me plaît pas mal. J'aime pas mal de films des années 80 qui sont un peu, je dirais pas réussis, mais qui sont au moins intéressants, genre Tough Guy Don't Dance, par exemple, un film complètement bizarre. Mais là, je vais vous parler d'un film qui, pour le coup, je considère que c'est vraiment un excellent film. C'est un film qui s'appelle Breaking. Breaking, Oh oui. je suis vraiment déçu de ne pas avoir vu le 2 pour cet Il épisode-là, est trop mais bien. moi, je trouve que Breaking, c'est vraiment un film génial. C'est-à-dire que c'est compliqué en fait de passer outre certains défauts, c'est-à-dire que le scénario est quand même un des scénarios les plus communs qu'on ait vu dans ce genre de film, c'est-à-dire que c'est sur un danseur de rue qui rencontre une personne qui fait de la danse plutôt moderne jazz et qui va mal considérer le danseur de rue, mais qui va quand même être habillé en mode aérobic années 80, ce qui niveau bon goût n'est quand même pas n'est quand même pas incompatible. Et d'autant que, bon, après, je trouve les danseurs de rue vachement mieux sapés que cette personne. Mais peu importe. Et il va y avoir vraiment les clichés des films de façon non, mais en fait, ils comprennent pas mon art. Moi, je danse pas parce que je veux de la notoriété, mais c'est parce que j'aime ça et que ça vient du cœur, etc. Évidemment, ils vont triompher de cette adversité-là, etc. À ce niveau-là, le film n'a pas vraiment d'intérêt. C'est vraiment, je pense, pas si différent que ça des trucs comme Flashdance et compagnie. Par contre, en termes de danse, c'est Putain. vraiment génial. C'est-à-dire que, par exemple, l'acteur principal, et c'est pas vraiment un acteur, ça se sent, les gens ne jouent pas très bien dans le film, mais en termes de danse, il est excellent. Et ensuite, en regardant sa page sur Letterboxd, j'ai ensuite appris qu'il avait fait les chorégraphies de Madonna. Donc du coup, ça m'étonne pas trop que ce soit pas simplement un kidam qui savait un peu danser. Je pense que c'est quand même un sacré professionnel. Je ne pense pas qu'il ait vraiment le cœur pur comme son personnage dans le film, qui est par ailleurs très charmant, vraiment très beau. Et ils sont tous qu'est-ce qu'ils sont bien habillés dans ce film-là, mon Dieu. Ouais. En termes de technique, c'est pas des choses que tu pourrais faire très très facilement. Il y a vraiment des séquences de danse qui sont vraiment merveilleuses, très clipesques certes, mais avec une attention sur le geste qui est toujours lisible.
On n'est pas sur un film qui va filmer un peu à n'importe comment les scènes de danse, même si en termes de jeu c'est pas terrible, les scènes de danse ils ont tout donné dessus et ça se sent. Et il y a une scène un peu de danse en balayant qui est magique. Il y a une scène un peu de montage sur du Chaka Khan qui est excellente. Il y a la scène de fin, évidemment, là c'est un spoil, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose de très grave avec les gens qui vont être dégoûtés puis qui vont être fascinés par la force des danseurs quand elle va être mise sous leurs yeux. Et franchement, moi aussi, hein, moi je suis complètement conquis par ce film-là. Je le trouve vraiment génial. C'est peut-être un de mes films de danse préférés, peut-être pas ma comédie musicale préférée, c'est pas Chanson sous la pluie non plus, mais dans tous les cas, c'est un film que je pense pouvoir voir et revoir avec beaucoup de plaisir, le faire découvrir à des gens avec un plaisir partagé. Et j'ai hâte de voir la suite qui, j'espère, va autant me plaire que ce film-là. Et la suite est aussi bien. Tu me donnes envie de le revoir, rien que d'en parler. Et merci de parler de la scène du ballet. Elle est merveilleuse. C'est super bien. Bah, en fait, je suis vraiment hypé parce que je sais qu'il y a une séquence de danse sur les murs qui, Oui, franchement, franchement, ça dinguerie. me donne vraiment envie, quoi. C'est Pour un film qui est si mal considéré et qui a vraiment des aspects un peu cheap et bizarres à par moments, c'est quand même extraordinaire à quel point les scènes de danse sont réussies. Bah, c'est très teenage, quoi. Donc il y a quelque chose de voilà très très donné dans l'intrigue, mais bordel, ils le font avec vraiment beaucoup de style, quoi. Et petite anecdote, dans le premier, il y a la première apparition américaine de Jean-Claude Van Damme. Voilà. Et bien voilà, on finit sur JCVD. Donc un intervalle est fini. Je remercie Croquis pour le logo, le Calvin Ball Consortium pour notre hébergement. N'hésitez pas à souscrire au Patreon du Calvin Ball Consortium et également à nous donner des pouces, des étoiles et autres bonnes notes sur les applications dédiées au podcast. Sur ce, on vous dit ciao et bon vent. Ciao. Ciao.